Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes qui viennent d'arriver sur notre antenne et que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 6, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une guerre, qu'elle soit réelle ou supposée, c'est vraiment un outil super efficace en politique. La semaine dernière, Emmanuel Macron sonnait le glas de la paix en Europe. Aussitôt, la nation s'est mise en ordre de bataille, prête à consentir à tous les efforts pour sauver la mère patrie. Mais pour faire la guerre, faut quand même des armes. Et alors Macron, il en veut beaucoup. Il n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions et il va falloir quand même trouver de l'argent quelque part. Et comme à son habitude, il a une petite préférence, piquer dans les poches des Français. Le député macroniste et ancien ministre Laurent Lescure a bien sa petite idée sur comment financer tout ça. En gros, taxer la France entière, mais pas les riches. Moi, je crois à la responsabilité collective. Face à une vraie menace, soit on se serre les coudes, soit on se met la tête dans le sable. Et aujourd'hui, je considère qu'il y a des gens, chapeau, qui sont prêts à se serrer les coudes pour travailler ensemble. Les Français qui disent pourquoi pas le service militaire, la CPME qui dit pourquoi pas travailler davantage. J'entends pas les plus fortunés. Est-ce que par exemple les actionnaires sont prêts à renoncer à une partie de leurs dividendes pour financer l'effort de défense? Est-ce que les retraités sont prêts à accepter la désindexation de leur pension sur l'inflation pour financer l'effort de défense? Moi, je pense que toutes ces solutions doivent être explorées et qu'on doit faire un peu de tout ça. Je me méfie du taxer les riches, qui est un slogan assez facile chez nous, qui va à la fois permettre de sauver les retraites, la sécurité sociale, la santé, le chômage, et en plus de battre Poutine. Je veux dire, ça va, on a de la richesse en France, et j'allais dire tant mieux. Elle est créée par des entrepreneurs qui puissent contribuer à l'effort. Évidemment, tout ça est bienvenu. Mais que les retraités puissent aussi... Moi, j'ai une maman que j'adore, qui est retraitée, qui a 92 ans, qui est à la retraite depuis plus de 30 ans, et qui bénéficie d'un système de retraite extrêmement généreux, et qui le sait. Moi... Le mec est plus à l'aise à l'idée de dépouiller sa mère de 92 ans que d'aller taper sur ceux qui s'en mettent plein les poches sur le dos des travailleurs à longueur d'année. Faible avec les forts, fort avec les faibles, comme toujours. Et pourtant, on aurait de quoi taxer les plus grandes fortunes de ce pays. Selon une étude de la Direction générale des finances publiques, en France, le revenu annuel des ultra-riches a plus que doublé en 20 ans. Pour la grande majorité des Français, 9 foyers sur 10, cette hausse de revenus annuel n'a pas dépassé les 39%. Du côté des impôts, c'est la même arnaque. Les ultra-riches ont vu leur taux d'imposition baisser, passant de 29 à 25%, alors que 50% de la population l'a vu augmenter dans les 20 dernières années. Macron a prévenu, il ne veut pas augmenter les impôts. Il devra donc nous dépouiller un peu plus subtilement, notamment en sabrant dans les dépenses sociales. C'est d'ailleurs ce que nous expliquait l'économiste Thomas Porcher hier dans son émission hebdomadaire L'Instant Porcher. Quand on écoutait très, très religieusement le discours d'Emmanuel Macron, on avait l'impression que ce financement de cette économie de guerre avait juste pour but de répondre à un problème géopolitique, le fait que les Américains ne voulaient plus jouer leur rôle dans l'OTAN, et qu'il fallait réinvestir dans la défense, alors qu'ils peuvent être plusieurs choses. Ça peut être un système contre les hackers, par exemple, ça peut être un système de surveillance satellitaire que nous n'avons pas pour ne pas dépendre, par exemple, de celui d'Elon Musk. Ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Et si on regarde que ce créneau-là, on peut se dire, bon, si la finalité c'est ça, bon, alors pourquoi pas à un moment que nous soyons souverains sur notre défense, c'est vraiment une question qui peut être posée. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à peine il a été dit ça, la première chose incerte que nous a dit le président, c'est « les impôts n'augmenteront pas ». Il n'a pas parlé des dépenses, les impôts n'augmenteront pas. Alors que chaque fois qu'il y a eu un effort de guerre dans toute l'histoire, les impôts ont toujours augmenté, notamment des plus riches. On a toujours mis à contribution les plus riches. Dans toutes les guerres, c'est ce qui s'est passé. Et puis après, vous avez la sortie de ceux qui sont dans la majorité. Antoine Armand, l'ancien ministre de l'économie, qui dit s'il y a un effort de guerre, l'année prochaine, pour le budget 2026, il faudra couper, écoutez bien, dans la santé, dans le social et dans le nombre de fonctionnaires. Parmi l'arsenal de brillantes idées antisociales qu'on nous rabâche depuis quelques jours, il y en a une qui fait particulièrement rêver la droite et les patrons. Profiter de l'euphorie guerrière ambiante pour continuer de dézinguer le système des retraites. C'est le MEDEF qui avait ouvert la voie avant même l'allocution de Macron. C'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui malgré tout a un excédent budgétaire, là où on a 6% de déficit, le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie, finalement, sache financer un effort de guerre.
Donc, avec l'argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite en France, mais ça veut dire qu'il y a un consensus dans le pays et une conscience partagée que cette situation très grave nécessite des moyens exceptionnels. Les droitards n'auraient pas pu rêver mieux. On a par exemple eu le droit au fantasme de Jean-Didier Berger, député LR sur BFM. On est le pays en Europe, madame, il faut qu'on soit honnête entre nous, on est le pays en Europe où on travaille le moins dans la semaine, le moins dans l'année et le moins dans la vie. Si on veut pouvoir continuer à avoir un modèle social aussi généreux, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas les moyens d'être aussi bon dans d'autres domaines comme celui de la défense. Si simplement on se remettait au niveau de la moyenne européenne, quand la plupart des pays sont en train de passer la retraite à 65, à 67 ans, certains pays parlent de la retraite à 70 ans. Nous, on est encore en train de se poser la question de savoir si on va revenir à 62 ou à 60, mais on est complètement décalé. On est dans un monde parallèle. Et là, la réalité se réimpose à nous. Et ça peut être une opportunité si on n'a encore entendu. On a bien compris. Notre modèle social encombre nos ambitions guerrières. Selon le député, la guerre serait donc une opportunité pour tout revoir. Tiens, est-ce qu'on ne serait pas un peu en train de se faire avoir ? Est-ce que cette guerre, qu'elle soit supposée ou réelle, ne serait pas surtout une belle aubaine politique ? Le peuple, de son côté, prend la menace globalement au sérieux. Les Français adhèrent largement à l'idée de renforcer la défense nationale. Près de 8 Français sur 10, 76%, se déclarent inquiets, voire très inquiets, d'une extension du conflit en Europe dans les prochaines années. Et la peur, elle est rarement bonne conseillère. Dans ce contexte, 6 Français sur 10 sont favorables au rétablissement du service militaire obligatoire. Chez les jeunes, la guerre, elle est plutôt populaire. La moitié des 18-30 ans se disent prêts à s'engager en cas de conflit en France. Un élan patriotique qui n'est pas très étonnant. Gustave Le Bon, dans son ouvrage « La psychologie des foules », le théorise très bien. Pour lui, les foules sont irrationnelles et facilement influençables par des discours émotionnels. En période de tension internationale, la préparation à la guerre crée une exaltation collective. Les différences internes s'effacent, l'unité nationale est renforcée et un enthousiasme quasi mystique se développe autour de l'idée de la puissance nationale. En fait, la guerre, c'est un peu l'opium du peuple. Le seul truc, c'est que les effets se dissipent relativement vite et que la redescente est un peu raide. Une fois la guerre lancée, si elle finit par exister, la désillusion est brutale. Mais en attendant, les effets sont quand même très positifs. On n'est jamais plus populaire que quand on annonce une guerre. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a pris 7% de points de popularité après son allocution. Alors ça paraît un peu énorme dit comme ça, mais on part de tellement bas que c'est pas si impressionnant. Il culmine désormais à 31% d'opinion favorable. C'est à peu près le même niveau qu'avant sa brillante idée de dissolution l'été dernier. Cette dynamique, elle a un nom, le rassemblement autour du drapeau. Quand un pays fait face à une menace extérieure ou entre en guerre, son dirigeant connaît une hausse rapide de sa popularité. La population met de côté les divisions politiques pour soutenir collectivement son gouvernement face à l'ennemi. Le président Bush, par exemple, n'a jamais été plus populaire qu'après le 11 septembre. 90% des Américains soutenaient alors le président. Un score qu'on pourrait presque penser stalinien pour l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire américaine. Autre avantage des temps guerriers, le pouvoir exécutif est souvent renforcé. Les dirigeants peuvent justifier des mesures d'exception, restreindre les libertés ou centraliser davantage le pouvoir. Égard à ceux qui voudraient critiquer, ils seront aussitôt taxés d'être antipatriotiques et de mettre en péril la sécurité de la nation. Si on résume, ces tensions internationales dont Macron nous a expliqué qu'elles étaient particulièrement menaçantes pour notre pays sont plutôt une aubaine politique pour son camp. Macron, qui pataugeait dans son deuxième mandat entre impopularité record et impossibilité de gouverner, a trouvé enfin sa porte de sortie. Et en prime, il a les mains libres pour tout changer en muselant son opposition. Face à une menace perçue comme urgente, l'instinct humain pousse à privilégier la sécurité avant la réflexion. En gros, on accepte tout parce qu'on craint pour sa vie et qu'on n'a pas trop le temps d'y réfléchir. En tout cas, malgré nos réserves sur les va-t-en-guerre de tous bords, ceux qui clament leur nationalisme sur tous les toits, à longueur de journée, seraient bien inspirés d'aller s'engager pour défendre la France. Nous, en tout cas, on vous regarde. On passe maintenant au reportage du jour. Nos journalistes Lisa Lapp et André Manivit se sont rendus à la manifestation contre la fermeture de 198 classes à Paris. Ils ont pu recueillir la colère des enseignants, des directeurs et des parents d'élèves. On écoute. Après Arras la semaine dernière, c'est à Paris que les enseignants, professeurs et même enfants manifestent aujourd'hui contre, toujours pareil, la réduction des moyens de l'école publique, contre les fermetures de classes, contre les suppressions de postes. Donc aujourd'hui, c'est à Paris, on vous y emmène.
marqué prof en colère sur votre pancarte? On va dire que les conditions de travail n'ont de cesse de se dégrader. Là, on a un très grand nombre de fermetures de classes sur Paris. Rien que dans le 19e, dans la circonscription où je travaille, rien que dans une circonscription, donc c'est un morceau d'arrondissement, il y a 40 fermetures de classes sur une seule circo. Quand on travaille comme moi dans une circonscription qui est 100% REP, donc avec des hauts niveaux d'inégalité sociale, on voit le paroxysme de cette inégalité française. Et donc on a le cumul, moi dans ma tête c'est ce que j'appelle l'entonnoir à déterminisme psychosocial. C'est-à-dire que plus on a des difficultés, plus ça fait un effet cocktail. Les difficultés sociales entraînent des difficultés scolaires, qui entraînent des difficultés psychologiques, etc. Et donc les enseignants, qui sont un peu comme les services d'urgence, essayent de pallier et se demandent où sont les limites de leur mission. Est-ce qu'on doit aller aider les parents à aller trouver l'orthophoniste qu'il faut, à aller trouver les moyens psy, les problèmes psychomoteurs, etc. etc. Enfin, c'est... voilà, c'est un peu le dernier service public qui demeure, mais qui est quand même un peu abîmé, quoi. C'est ça. En fait, je considère que la psychiatrie, l'hôpital et l'école publique, on a une sorte de commun comme ça qui fait dernier rempart qui résiste aux effets cumulés. C'est ça que j'essaye de dire qui est vraiment le plus important. C'est l'effet combiné des destructions qui fait une sorte d'effet exponentiel, en fait. Et en fait, moi, depuis 12 ans que je suis dans l'enseignement, j'ai vraiment vu l'appauvrissement des élèves dans mon quartier. Je suis resté tout le temps dans le même quartier. Maintenant, on a des élèves qui dorment à la rue. Enfin, moi, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer, vraiment de pleurer. C'est terrible, en fait. RIP signe la qualité du service public de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Dans tous les corps de métier, donc nous sommes là pour les directeurs, mais petit à petit on nous enlève des prérogatives, on nous enlève la possibilité de faire correctement nos missions et notre travail. Ceux qui pâtissent, on va dire, de cet état de fait, du fait que nous n'ayons pas les moyens, qu'on soit sans cesse à chercher de nouvelles façons de faire pour que les enfants progressent, ceux qui en pâtissent, en fait, ce sont les élèves. Nous, à la base, on est professeurs et on est fiers de l'être. On nous demande aussi d'être dans des directions d'école. Il y a des écoles où c'est possible quand il n'y a pas beaucoup de classes, parce qu'on est toujours en contact. Mais quand il y a beaucoup de classes, c'est trop de travail. On ne peut pas à la fois gérer et enseigner. On fait les deux pas bien si on nous demande de tout faire. Donc nous, on voudrait qu'on soit reconnu dans notre fonction de direction. Et pour ça, il faut des moyens, il faut de l'argent. On ne demande pas à des directeurs d'hôpitaux d'à la fois faire l'appel des patients, les enregistrer, prévenir les familles et opérer. Ce sont des fonctions différentes. En province, quand il y a beaucoup de classes, les gens sont en souffrance. On nous dit que ça a un coût, mais en fait, dans les écoles privées, 75% des salaires est pris en charge par l'État. C'est inadmissible. J'ai l'impression que c'est l'heure d'y aller là, ce oui. Oui, tout à fait, on y va. On va aller manifester jusqu'au ministère. Merci beaucoup. Ministère de l'Éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale, exactement. Faire entendre votre voix. J'espère qu'on sera reçu et entendu, et c'est pour toute la France. Allez, on y va. Directeur, directrice, on y va, on fait du bruit. Pour l'école publique, des moyens pour l'école publique, des moyens pour l'école publique. Pour éviter la censure, M. Bayrou avait dit « Je ne supprimerai pas de postes d'enseignants » alors qu'il en avait prévu 4000 au départ dans le budget de M. Barnier. Là, vous dites non aux suppressions de postes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des suppressions de postes d'enseignants ou autre? Il y a eu 100 suppressions de postes annoncées sur Paris. Il n'empêche que Paris est une académie un peu particulière, qu'on accueille des enfants qui viennent de partout, et qu'on a besoin d'avoir une attention particulière si on veut les intégrer dans notre société. Le management de l'école, pour employer des termes actuels, a énormément changé. Ça va trop vite. Et l'école doit être quand même à part dans la politique. Ça ne doit pas être un outil politique. C'est la base de la société, mais ça ne doit pas être un outil politicien. Des moyens pour l'école publique, des moyens pour l'école publique, des moyens pour l'école publique. L'actualité en France et à l'international maintenant, préparée par Sarah Duyeux.
On commence par cette information inquiétante. Une milice d'extrême droite a violenté des participants à une soirée antifasciste ce week-end à Rennes. Des participants à une free party poursuivis, frappés et gazés à bout portant par les videurs d'une boîte de nuit voisine, ça s'est passé à Rennes dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars. Ce jour-là, une fête antifasciste est organisée sans autorisation dans un cinéma désaffecté. Il se trouve à proximité du club 1988, co-dirigé par l'influenceur d'extrême droite Le Jarl, de son vrai nom Yovan Delourme, candidat suppléant pour Reconquête aux législatives de 2022. Vers 2h du matin, une centaine de personnes se trouvent dans l'ancien cinéma quand des agents de sécurité de la boîte de nuit arrivent, leur ordonnent de partir et confisquent leur téléphone. Une fois dehors, les participants sont poursuivis et gazés, l'un d'eux est violemment plaqué au sol. Face à la polémique sur les réseaux sociaux, Le Jarl a dénoncé une campagne orchestrée par la gauche. Il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, je vous le dis. Ouais. C'est vrai, là, l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les ailes de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables, on a tout le temps fait ça, et on fait tout le temps, on enlève les vidéos et on leur rend leur portable. Parce qu'ils n'ont pas à filmer les gens, enfin voilà. La députée LFI de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, Marie Mesmer, a saisi le procureur et demandé l'ouverture d'une enquête. Elle dénonce le fait que des milices privées cherchent à se substituer à la police. Dans l'actualité internationale, on part en Arabie Saoudite où une réunion s'est tenue entre les responsables des États-Unis et de l'Ukraine en vue d'un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev. L'Ukraine doit exposer aux États-Unis un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie au cours d'une réunion en Arabie Saoudite ce mardi. C'est la première fois que des responsables des deux pays se rencontrent depuis l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche fin février. Alors qu'il devait signer l'accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens, Trump avait violemment pris à partie Zelensky, qui avait alors mis un terme à sa visite. Dans la foulée, Washington avait suspendu son aide militaire et son partage de renseignements. La rencontre entre les délégations des deux pays ce mardi doit permettre de reprendre les négociations. L'Ukraine s'est dite prête à tout faire pour parvenir à la paix. Dans le même temps, la France multiplie les consultations avec ses partenaires européens pour préparer l'après-guerre. Emmanuel Macron a accueilli cet après-midi à Paris des responsables militaires d'une trentaine de pays de l'Union européenne et de l'OTAN. L'objectif est de définir des garanties de sécurité pour l'Ukraine et de renforcer la défense du continent. Toujours dans l'actualité internationale, l'inquiétude des associations environnementales au lendemain du choc entre un pétrolier et un porte-conteneurs en mer du Nord. La crainte d'une catastrophe environnementale. Au lendemain de la collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord, les autorités britanniques jugent probable le risque de pollution. Hier, les deux navires se sont percutés à 16 km des côtes de l'Angleterre. Le choc a provoqué un important incendie et endommagé le réservoir du pétrolier, qui contenait 18 tonnes de kérosène, du carburant pour avion. Le cargo, lui, transportait habituellement du cyanure de sodium, un gaz inflammable et très toxique, mais d'après son propriétaire, les conteneurs étaient vides au moment du choc. Les associations environnementales craignent des dommages environnementaux, mais aussi sur la vie animale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. D'après les autorités britanniques, il n'y aurait aucune raison de penser à un acte criminel. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télévision. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.